Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Bonnet, je suis journaliste à beIN Sport. Je suis journaliste ici depuis bientôt 5 ans. Je couvre essentiellement le football. Je parle 6 langues, j'apprends la 7e, le russe, parce que je vais bientôt partir à la Coupe du Monde, en Russie, qui sera sur les antennes de beIN Sport. Voilà. J'ai 39 ans, j'habite à Paris, c'est tout. Vous avez commencé en 2005, si je ne me trompe pas, avec la Formule 1. Oui, alors j'ai commencé avant, mais je faisais de la presse écrite. Je travaillais pour l'équipe. Et après, j'ai fait quelques interviews où j'étais pas à l'antenne pour Canal+, pour TF1. J'ai fait un petit peu de foot anglais. Et après, Formule 1. Formule 1 un petit peu plus tard, même que 2005. J'ai fait en France... Ah non, ça doit être ça, 2007, 2008. Puisqu'après, j'ai fait une saison en Italie. Et après, j'ai fait 3 autres saisons de foot en Italie. Donc, voilà. Ça fait à peu près ça dans les dates. Mais vous savez, à mon âge, on ne se souvient plus trop. Mais au niveau des sports où vous êtes les plus consacrés, c'était plus, si je ne me trompe pas, la Formule 1. Formule 1, le football. Exactement. Donc aujourd'hui, finalement, entre ces deux sports, c'est lequel qui vous passionne le plus? Celui qui est le plus excitant, c'est le football, clairement. Parce qu'il y a une ambiance qui est différente, il y a plus de matchs, il y a plus d'enjeux parfois sur un match que sur un Grand Prix. Sur un Grand Prix, on est loin, ils ont un casque, on est loin des voitures, ça fait du bruit, c'est pas le même genre de passion. Le football, c'est beaucoup plus enthousiasmant. J'ai pu lire des articles où vous expliquiez que on ne vous prenait pas au sérieux à vos débuts. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas, non, je rigole. Notamment à cause du poste de consultante à l'étranger. Donc comment est-ce que vous avez surmonté ces difficultés et réussi à devenir la journaliste que vous êtes aujourd'hui? Alors, ce qui est vrai quand on rentre en France, j'ai vécu 4 ans en Italie, je travaillais que en Italie, j'existais pas du tout en France, je faisais rien en France. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée, j'avais un petit peu le sentiment de repartir de zéro parce que les gens me disaient mais tu faisais quoi avant? Je faisais ce travail, sauf que je le faisais en italien. Donc c'était un petit peu compliqué d'expliquer que, en fait non, j'ai eu une vie avant, beIN Sport et je sais faire des choses. Il a fallu que j'apprenne quelque chose que je n'avais pas en moi, c'est la patience. Et donc petit à petit, j'ai montré ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. Il y a encore plein de choses que je ne sais pas faire et que j'ai bien l'intention d'apprendre, mais petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, oui, je savais faire. En fait, je ne suis pas une junior. Ça se voit aussi. Enfin, voilà, j'ai plus l'âge d'être junior et je ne suis plus une junior. Et qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas, justement? Alors, je ne sais pas, en fait. Parce que c'est en vivant la situation qu'on découvre si on sait faire ou pas. C'est-à-dire que j'étais pas... ce qui s'est passé à Dortmund l'année dernière, a priori, je ne savais pas faire. Couvrir une situation où il y a un accident, en l'occurrence c'était un attentat, je n'étais pas sûre de savoir faire. Maintenant, je sais que je sais faire. J'ai commencé cette année Club Europe où je suis seule en plateau. C'est dans le paysage audiovisuel français d'être seule en plateau pendant 1 heure pour couvrir une émission de foot. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'autres des émissions comme ça. J'étais pas sûre de savoir faire. Donc les premières semaines c'était dur. Maintenant je sais faire. En fait, je découvre des nouvelles choses que je sais pas faire et j'adore ça en fait. Et avec les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre carrière, est-ce que vous avez déjà songé à abandonner un moment? Très souvent, parce que avant de partir en Italie et d'avoir un travail fixe, j'étais pigiste et comme je ne sais pas me vendre, pigiste qui ne sait pas se vendre, c'est souvent un pigiste qui crève la dalle. Hein. Et donc très souvent, je me suis dit, je m'entête, mais si ça se trouve, je ne suis pas faite pour ça, j'arrivais pas à trouver du boulot. Ça a été un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu commencer dans une boîte de production anglaise pour couvrir du sport automobile et que ça a lancé entre guillemets ma carrière. Mais sinon, il y a beaucoup de moments où je me suis dit non, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et j'ai jamais pensé je suis une femme, j'y arriverai pas. C'est juste que moi personnellement, je me disais c'est trop dur, peut-être que j'y arriverai pas. Et finalement, j'ai bien fait de m'entêter. Cet été, vous allez couvrir le Mondial en Russie. Oui. Comment est-ce qu'on prépare avec votre carrière ce genre de compétition? Est-ce que vous avez encore des appréhensions à dire que vous allez couvrir une Coupe du Monde? Alors, une Coupe du Monde, c'est que du bonheur. C'est très dur à couvrir, c'est ma 3e. J'ai fait 2006 avec M6, 2014 avec beIN, et donc c'est ma 3e Coupe du Monde. Je sais l'implication. Alors physiquement, c'est fatigant.
parce que c'est tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de voyages. Je sais que voilà, je peux prévenir ma famille, mes amis, pendant 5 semaines, je vais disparaître. Inutile de m'appeler, ça ne sert à rien, je ne serai pas là. Pour la préparation, je vais suivre l'équipe du Brésil. Donc, mon travail au quotidien, c'est de voir un petit peu, bon, on a une idée hein, du groupe des Brésiliens. Je me dis à peu près une trentaine de Brésiliens que je suis, je vois ce qu'ils font. Là, j'étais en vacances quand Gabriel Jesus s'est blessé. Forcément, ma première pensée, ça a été combien de mois il va être absent, est-ce qu'il va pouvoir revenir pour la Coupe du Monde. C'est quelque chose, en fait, c'est naturel. Je m'intéresse, je sais que je vais suivre cette équipe-là, je m'intéresse à tout ce qu'ils font, qu'ils soient en France, pas en France. J'essaie de suivre un petit peu tout le monde. Je connais les adversaires du Brésil, je connais les potentiels adversaires. Voilà, il peut y avoir une demi-finale France-Brésil, par exemple. Non, j'ai pas dit que je rêvais de ça, mais c'est pas loin. Et du coup, je me prépare en regardant un petit peu tous les internationaux qui peuvent à un moment apparaître dans les listes de joueurs que j'ai interviewés. Après, la préparation, ça fait 1 an que j'apprends le russe, donc ça c'est une vraie préparation et je peux vous dire que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a une langue que vous souhaiteriez maîtriser dans le futur que vous ne maîtrisez pas encore? L'arabe. L'arabe parce que, alors vous avez bien compris que mes langues c'est en fonction des Coupes du Monde. Hein. Après 2006, j'ai appris l'italien parce qu'on a perdu en finale. Donc il fallait absolument que je maîtrise cette langue pour comprendre pourquoi, comment ils avaient pu nous battre. Je plaisante, mais c'est un peu ça. Et le russe pour 2018 et donc l'arabe pour 2022. Ça se tient. Qu'est-ce qui, selon vous, définit un bon journaliste? La curiosité, l'honnêteté, envers soi-même et envers la personne qu'on a assise en face. Et un petit peu d'humour. Un petit peu. Vous concernant, on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes une référence dans le milieu. Avec votre statut, quel type d'objectif on se fixe? Alors déjà, le mot référence, c'est lourd. Parce que ça donne une responsabilité. Il faut être à la hauteur de ce que les gens attendent. Et sincèrement, c'est pas facile. Parce moi, j'ai l'impression que les gens, ils attendent beaucoup plus de moi. Et peut-être des choses que je peux pas faire, ou enfin, que j'arriverai pas à faire. Donc, il faut toujours apprendre, toujours travailler, regarder les gens qui sont meilleurs et essayer de s'améliorer. Rester informé tout le temps. Pas poser une question... Ah ben pourquoi vous jouiez pas la semaine dernière? Parce que j'étais blessée. Enfin voilà. Voilà, ça par exemple, il faut éviter. Donc il faut être bien informé et toujours avoir envie d'apprendre. Depuis quelques temps maintenant, vous présentez le Club Europe, en plus d'être sur le bord du terrain. Donc entre ces deux fonctions, laquelle vous correspond le mieux? Et je crois qu'elles se complètent en fait ces deux fonctions parce que j'aime trop le terrain pour l'abandonner. Et pourtant, j'essaye, hein, je me dis, voilà, voyager moins, être plus à la maison, essayer d'avoir une vie un peu plus posée ici. C'est tentant. Et en même temps, laisser sa place. Là, samedi dernier, j'étais Valence-Real Madrid. Mais j'ai pas envie de laisser ma place au bord du terrain. J'étais bien au bord du terrain. C'est compliqué. Surtout là, avec les échéances qui arrivent, quand on prépare un Real PSG, un PSG Real. Alors, c'est bien hein, en plateau, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux sur une saison comme cette saison que de vivre ce Real PSG depuis le bord de la pelouse? Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à votre place. En dehors du métier de journaliste, est-ce que vous pratiquez une activité sportive? Vous souhaitez en pratiquer? Alors, j'ai jamais joué au foot. J'ai fait un petit peu de volley, mais comme j'étais toujours persuadée qu'on perdait à cause de moi, j'ai arrêté. Donc du coup, je fais du pilates. Voilà, ça fait pas. Il n'y a pas de compétition. Comme ça, il n'y a pas de compétition, c'est très bien. Lorsqu'on est journaliste de bord du terrain, comment on appréhende les réactions des joueurs et vous personnellement, comment vous avez cette faculté de savoir leur tirer des bonnes informations et pas forcément des réponses en langue de bois? Alors ça, c'est très difficile parce que c'est difficile de contrôler ce qu'ils vont dire. J'essaie toujours de poser la question, moi, je suis spectatrice.
Je ne suis pas actrice du match. Donc, je vois, ce que je ressens, je leur pose la question. Parfois, on est à côté de la plaque. Parfois, le match, on a l'impression qu'il n'est pas du tout intense et eux, ils sont lessivés. C'est quand même assez rare. C'est assez rare d'être complètement à côté de ce qu'ils ressentent. Parfois, ils ne sont pas du tout lucides sur ce qui se passe. Quand un joueur dit on a dominé, mais c'est sur un coup du sort qu'on a pris un but. Et, alors qu'en fait, ils sont ultra dominés, qu'ils n'ont pas vu le ballon, là on se dit on n'a pas vu le même match. Mais c'est difficile de les faire réagir parfois à chaud parce qu'ils sont dans leur truc, ils ont l'impression d'avoir bien joué. Et après, pour leur soutirer des choses un peu plus intéressantes, il faut les... Le sentiment général, ça risque d'être un peu bateau. La première question, malheureusement, le sentiment général, ça risque... voilà, il y a toujours le risque du on a fait un bon match, on est content d'avoir gagné. Mais après, il faut les interroger sur des petits détails, sur des petites choses où là, peut-être qu'ils vont y réfléchir, ils vont s'intéresser et ils vont être plus intéressants. Quel a été le joueur le plus difficile à interviewer et pourquoi? Messi, il est difficile à interviewer parce qu'il a une conscience très précise de ce qu'il dit, parce qu'il ne donne pas beaucoup de choses, parce que c'est très rare qu'il s'exprime. Et il a tendance à... Il le sait que quand il vient en interview, on est content de faire une interview avec Messi. Mais ça suffit... Enfin, ça ne nous suffit pas. C'est pas juste parce qu'on a Messi en face qu'on est content. On a envie qu'il dise quelque chose. Et lui, il s'arrête juste au fait je suis Messi. Et donc, très souvent, c'est bateau, quoi. C'est l'amener sur quelque chose de précis. Il revient toujours sur les phrases bateau. Donc, alors lui, c'est un exemple. C'est souvent comme ça. Les joueurs qui donnent pas grand-chose comme réponse, pas grand-chose comme contenu. Voilà, c'est pas génial. Et à l'inverse... qui donne presque trop, c'est Buffon. Buffon, il est dans l'analyse, il fait des phrases très longues, il parle longtemps. Parfois, il parle d'autre chose. Tu lui poses une question, il te parle complètement d'autre chose, mais ça, c'est son choix. Quand ça ne sert à rien d'insister, tu sais très bien qu'il ne va pas en parler. Il est beaucoup dans l'analyse et on peut parler de beaucoup de choses. Donc lui, c'est un bon client. Toute la panoplie de joueurs que vous avez rencontrés, est-ce que vous pouvez avoir une petite anecdote? C'est drôle. Pendant une interview, alors celle où j'ai eu le plus de mal à garder mon sérieux, c'est avec Francesco Totti, qui recevait un prix et il n'a jamais répondu à mes questions. Il n'a fait que des blagues. Il a tout fait pour que je perde mes moyens tout le temps. C'était extrêmement désagréable. Un spécialiste aussi de tout faire pour faire perdre ses moyens aux journalistes ou à la journaliste, c'était Ibra. Ibra, il arrivait en interview. Il fallait qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Un petit détail, où mettre la pression. Ça y est, c'est prêt? Ben, ça va, 2 secondes, tu viens d'arriver. On parle en français? Bah vas-y, tu veux parler en français? Ah non, mais je rigolais, en fait, on continue en anglais. Enfin, toujours un petit truc pour qu'on se déconcentre. Ouais, ça marchait pas toujours. Vous avez quand même eu l'occasion de le voir en étant sérieux ou même... Ah oui, non. Après, on se voit. Après, c'est sérieux. C'est juste que le petit moment où il essaie de déconcentrer, ça peut. C'est peut-être presque pour faire perdre ses moyens, pour que les questions, pour que j'arrive pas à poser bien mes questions. Ou... Non, mais ça va ou quoi? Est-ce que vous avez un match référence en tant que journaliste? Alors, c'est compliqué parce que la qualité de notre travail, elle dépend souvent de l'enjeu du match. Par exemple, le Manchester City PSG, le match retour où le PSG se fait éliminer, pour moi, en termes de travail, c'est un match qui était intéressant parce qu'il y avait de la matière. Le PSG-Barça de l'année dernière, par exemple, le 4-0, il y a de la matière. Il y a quelque chose, on se demande quand même ce qui s'est passé. Enfin, objectivement, personne ne s'attendait à ce que le PSG gagne 4-0. Bon, personne ne s'attendait non plus à ce que le PSG perde 6-1 à Barcelone non plus, mais il y a de la matière, il y a quelque chose d'intéressant à en sortir. C'est plus simple sur des gros matchs, c'est plus simple sur des matchs de Ligue des Champions.
Ne pensez-vous pas que l'arbitrage vidéo enlève une certaine magie au football? Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Alors, pour le coup, je trouve que c'est une question qui est vraiment difficile. Je vois ce que ça donne en Italie, parce que même avec l'arbitrage vidéo, il y a des erreurs. Mais c'est quand même mieux, il y en a un peu moins. Je sais pas. Il y a tellement d'enjeux maintenant que le football, parfois, a perdu un petit peu du côté léger. C'est un jeu. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'enjeux, donc on ne peut pas laisser ça que comme un jeu. Donc, je trouve qu'il faut essayer l'arbitrage vidéo. Voilà. J'ai une position ferme. Il faut essayer. Je n'ai pas dit qu'il fallait le garder. L'arbitrage français, il est très souvent critiqué. Vous, quel est votre avis dessus? Alors, j'ai vécu 4 ans en Italie. Je peux vous dire que l'arbitrage italien, il est très souvent critiqué. C'est quelque chose... Enfin, c'est... On a besoin des arbitres. On a besoin de réapprendre le respect. Parce que l'arbitre, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Donc, l'arbitre, il fait des erreurs. On en fait tous. J'aime pas qu'on pense qu'ils sont malhonnêtes et qu'ils sont pour une équipe qui vont favoriser une équipe. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas parce que je trouve ça injuste. C'est comme dire un journaliste, il est pro cette équipe, ça s'entend dans son commentaire. Il y a certains journalistes, je sais pour qui leur cœur bat, ça s'entend pas dans les commentaires. Ça, c'est juste quand on est supporter qu'on a ce sentiment-là. Et pour les arbitres, je pense qu'on est un peu sévère. Il y a des erreurs. J'aurais tendance à dire il faut les aider plus que les accabler. Il faut leur donner les moyens de... Voilà, alors peut-être que l'arbitrage vidéo, ça peut aider. Parce que ça va vraiment vite, parce que la pression, elle est énorme. Parce que nous, à vitesse réelle, je prends le cas d'Mbappé avec Lopez. À vitesse réelle, quand on voit, il y a une caméra, celle qui est sur le côté. À vitesse réelle, j'avais l'impression qu'il était, le pauvre enfant, c'était fini, quoi. Et l'arbitre, il a que ça. Lui, il a que ce qu'il voit. Nous, on a 50 caméras. Donc, ouais, moi, je veux pas être trop critique. Même si je fais comme tout le monde, hein, dans mon canapé. Les noms d'oiseaux, ils volent. Hein. Est-ce que vous, votre cœur, il bat pour une équipe? Alors, pas une équipe sur laquelle je travaille. Parce que quand je suis au quotidien avec des équipes, j'ai beaucoup couvert la Ligue 1, je couvre les championnats européens. C'est difficile de... On s'attache plus aux gens qu'à un maillot. Donc du coup, moi, je regarde ce que fait Fluminense à Rio. Je ne vais pas travailler sur le championnat brésilien, je suis bien, je suis loin. Et ici, c'est plus difficile. Je m'attache plus à des personnes qu'à un maillot. Votre avis sur l'équipe de France et leur chance au mondial? Bon, je vais suivre le Brésil, mais en vrai, je suis française quand même. Donc, donc voilà, si on ne pense pas à cette éventuelle demi-finale France-Brésil, l'équipe de France, elle donne envie. L'équipe de France, elle est très attendue. Parce que ce qu'ils nous ont montré à l'Euro, on a bien envie qu'ils continuent. Et elle est meilleure qu'à l'Euro, cette équipe de France. Et on a quand même des petites pépites. Bon, alors, Ousmane Dembélé, il faut qu'il arrête de se blesser, parce qu'on a besoin de lui. Mendy, il faut qu'il revienne, c'est pas une blague, il faut qu'il revienne vite. Vite, et qu'il reprenne la compétition, parce que pour le coup, on a vraiment besoin de lui. On a Mbappé, Griezmann, il met but sur but en ce moment. Elle est belle, cette équipe de France. Un pronostic pour le Ballon d'Or cette année? Ils m'en voudront pas, mais j'espère que ce sera ni Ronaldo ni Messi. Parce que j'ai envie qu'on change, parce que Messi, il a un ballon d'or, c'est pour sa carrière, quoi. Enfin, il faudrait lui donner tous les ans, il faudrait le mettre à part, en fait. Il faudrait faire un ballon d'or pour les autres. Ronaldo, le début de saison laisse penser que ça sera peut-être pas pour lui, ça va dépendre beaucoup du Real PSG. Donc peut-être un autre. Mais j'aimerais bien que ce soit pas évident. Qu'on se dise jusqu'au moment du ballon d'or, ah oui, il y a machin qui peut gagner, il y a machin qui peut gagner. Ça dépendra de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde. Donc peut-être un Français. Pourquoi pas? Mbappé ou Neymar? Mbappé. Ah oui, il faut que je justifie. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais, parce qu'il a tout, ce garçon.
Il est brillant. Bon, sur un terrain de foot, on voit tous ce qu'il a. Il est intelligent, il a une famille extraordinaire, il a tout l'avenir devant lui. Et en plus, il est français. Ayrton Senna ou Buffon? Ayrton Senna. C'est mon premier amour. Non, il est au-dessus de tout le monde pour moi. On a fait un peu de profil psychologique. Ah la vache, je suis pas bien là. Équipe de France ou Seleção? Équipe de France. Non, je suis française quand même, équipe de France. Opéra ou bossa nova? Oh là, mais c'est dur. Non, la musique brésilienne. Cuisine italienne ou cuisine française? Gastronomie française. Oh mon Dieu, que c'est dur. Les produits italiens faits à la française. Et, La fille qui a pas du tout de courage. pour conclure, les dabs de Pogba ou le self-one de Griezmann au niveau de la célébration? Je préfère les dabs de Pogba. Donc, Parce que je trouve ça plus cool, voilà, juste. Un dernier. Habib Bey ou Omar Da Fonseca? Oh la vache. Ah mais je les aime tellement tous les deux. Alors je travaille pour Beansport, donc je vais dire Omar Da Fonseca, mais j'aime beaucoup, beaucoup Habib. merci Anne-Laure Avec d'avoir plaisir. cette interview. Avec plaisir, on a bien ri. Juste pour conclure, est-ce que tu as un mot de la fin? Je voudrais que le football, ça reste toujours ça, un éclat de rire. C'est un jeu, on est là pour s'éclater. C'est un peu comme, on devrait être comme avec la musique, toujours bien. C'est le football.